bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par le réseau Euroguidance. Donc, je suis Yvan Coyer là pour vous accueillir, un psychologue d'éducation nationale au Centre d'information internationale de Lyon. Pour m'accompagner ce soir, nous avons donc Anne-France Desvignes de l'Université Laval à Québec. Bonjour. Nous avons Marjorie Bilodeau du Cégep de Chicoutimi. Ça? Donc là, voilà, tous ces sigles, cégep, etc., vous seront bien sûr expliqués lors de cette conférence. Donc avec moi, bien sûr, il y a Dorothée Gabanou, également psychologue de l'éducation nationale au C2I à Lyon. Bonjour à tous. Et puis nous avons la chance ce soir d'avoir avec nous Zachary Thévenin, qui est donc jeune étudiant français à l'Université de Montréal. Bonjour. Il vous expliquera un petit peu ce qu'il fait, dans quelles conditions il est arrivé à Montréal. Et puis également Alexandre Chambre, qui est un ancien étudiant de l'Université Laval et qui pourra également témoigner de son expérience. Enchanté, bonjour tout le monde. Je vais commencer par vous partager du coup mon écran sur les études supérieures du coup au Québec. Donc, comme on vous l'a dit juste avant, vous voyez un petit peu du coup les noms des participants à cette visioconférence. Donc, qui est organisée par le réseau Euroguidance. Juste un petit rappel, peut-être pour commencer. Donc, le réseau Euroguidance, on fait partie du programme Erasmus+, et nous sommes un réseau pour promouvoir la mobilité, notamment en Europe, donc là également en dehors de l'Europe. Et on diffuse de l'information en direction des professionnels de l'orientation et de l'éducation, et puis plus largement un large public qui voudrait partir à l'étranger. Notre réseau en France est constitué donc de deux sous-réseaux, organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Donc vous voyez les petits points bleus où on retrouve donc le CIO de Lyon, mais également celui de Strasbourg, celui de Lille et celui de Marseille, ainsi que l'ONICEP, donc qui est sur Paris. Et puis, nous avons également dans notre réseau une partie du ministère de l'Emploi, du Travail et de l'Insertion, avec l'Intercarif PACA, donc qui est sur Marseille, et le Centre Info, donc qui est à Saint-Denis, plutôt pour la formation continue, donc le droit à la formation, les questions d'apprentissage, etc. Donc c'est un réseau, on va dire, qui est plutôt complet. Je vais laisser la parole à Dorothée, qui va nous présenter un petit peu le cadre général du Canada pour introduire du coup les propos d'Anne-France et de Marjorie en ce qui concerne les universités et les cégeps. Je voulais vous représenter une carte du Canada parce que ce soir, on va parler particulièrement des études supérieures au Québec, mais il me semblait intéressant de replacer la province du Québec dans le Canada, qui est quand même un vaste territoire. Attractif, attrayant. On pense souvent aux grands espaces, mais on pourrait aussi parler de l'économie qui est plutôt bien portante, si je puis dire, avec des taux de chômage qui sont relativement faibles, même si la crise sanitaire a vu faire augmenter justement ces taux. Autre particularité du Canada qui est particulièrement intéressante pour les citoyens français, c'est le bilinguisme d'État et qu'on va retrouver justement particulièrement au Québec, avec, comme le disait Yvan tout à l'heure, la possibilité d'étudier en français, en anglais et même dans les deux langues. Et je dirais aussi d'étudier en français et de s'immerger un petit peu plus dans l'anglais, mais de manière plus douce que quand on pense à d'autres destinations. Alors, comme je le disais, en fait, on peut envisager des études dans les deux langues, ce qui permet d'améliorer son niveau d'anglais un peu plus doucement que quand on arrive dans un territoire totalement anglophone. Il existe 3 universités au Québec qui sont anglophones et 6 cégeps. Il y a aussi des ententes entre la France et le Québec qui sont particulièrement intéressantes, qui, je dirais, limitent les frais de scolarité. Un citoyen français va payer comme un citoyen canadien à l'université et il est exempté des frais de scolarité en cégep. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose d'assez attractif. De manière générale, les bacheliers français, donc ceux qui terminent leur enseignement secondaire et qui obtiennent le bac, sont tout à fait reconnus pour accéder aux études supérieures. Alors peut-être on aura l'occasion d'aborder certains domaines de formation qui nécessitent quand même une année préparatoire, mais de manière générale, le bac donne accès aux études supérieures comme ce serait le cas en France. Il existe également un certain nombre d'arrangements de reconnaissance mutuelle qui facilitent la reconnaissance de certains diplômes et l'exercice de certaines professions. Je pense particulièrement aux professions réglementées. Voilà. Quand on est diplômé en France, par exemple, en tant que médecin, on va pouvoir, alors
sous certaines réserves, mais plus facilement exercer au Québec, ce qui n'est pas le cas, hein, sinon quand on est un diplômé international et qu'on souhaite exercer en France, par exemple. Le Québec a une gestion provinciale de l'immigration. Ça signifie simplement pour les lycéens, par exemple, qui souhaiteraient étudier au Québec, qu'ils vont devoir faire une démarche supplémentaire au Québec pour demander un certificat d'acceptation du Québec pour pouvoir ensuite demander le permis d'études et pouvoir étudier au Québec. Donc, des atouts et des ententes entre la France et le Québec qui font que 85% à peu près des Français qui vont étudier au Canada se retrouvent dans la province du Québec. Au niveau des formations, une simple introduction qui va vous montrer qu'il y a deux possibilités dans le supérieur, des formations techniques courtes qu'on appelle des decks techniques, hein, dont Marjorie va parler par la suite. Qui sont proposés dans des cégeps, donc des collèges d'enseignement général et professionnel, hein, on l'indiquait en début de conférence. Et donc, ces decks techniques pourraient s'apparenter, on va dire, à nos DUT, en fait. Et puis, vous avez de l'autre côté des formations universitaires, hein, dans les 19 universités que compte le Québec, avec les 3 anglophones, et tous les domaines d'études longues qui sont représentés, ainsi que nous, ce qu'on peut retrouver en termes d'études dans nos écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, hein, qui vont être portés, ces programmes-là, à l'université au Québec. Mais ça, c'est pareil, peut-être qu'Alexandre aussi pourra illustrer ce propos. Avant de laisser la parole à mes collègues pour les explications plus détaillées sur ces deux types de formations, moi, je voulais revenir aussi sur les différentes manières de partir au Québec, hein, alors, entre la mobilité institutionnelle et les cursus binationaux. La mobilité institutionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est bénéficier d'1 à 2 semestres d'études au Québec, dans une université partenaire, par exemple, alors qu'on est étudiant inscrit en France. Donc là, on ne fait pas la totalité de ces études, on fait une partie de ces études qui sont validées dans le cadre d'un diplôme français, et l'interlocuteur privilégié va être le service des relations internationales de l'université ou de l'école. L'intérêt, c'est que les frais de scolarité sont payés en France et qu'on peut obtenir des aides financières sur cette période d'études qu'on va faire dans une université partenaire au Québec. Ce soir, on va avoir plus d'informations sur la mobilité solo. Il est vrai que voilà, les étudiants français, quand ils envisagent d'aller étudier au Québec, c'est souvent quand même pour essayer de préparer la totalité d'un diplôme. Donc là, on est dans le cadre de la mobilité solo. On fait la formation complètement dans... alors, je vois que c'est dans un pays européen. Là, on est plus large. On est plus large qu'en Europe. On se retrouve au Québec. C'est la même chose pour l'Europe. Et on valide le diplôme, dans ce cas-là, québécois. Les frais de scolarité sont à payer, dans ce cas-là également au Québec. Il peut y avoir éventuellement, sous certaines conditions, des bourses d'études qui peuvent être accordées. Et puis, on a également les cursus binationaux qui sont, Alexandre pourra justement illustrer également ce type de cursus qui est la possibilité d'obtenir à la fois un diplôme français et un diplôme étranger. Là encore, hein, on était sur l'Europe, mais ça peut être la même chose sur un pays hors Europe. On passe, dans ce cas-là, en général, la moitié des études, la moitié du temps d'études en France et l'autre moitié à l'étranger. On peut obtenir éventuellement des bourses pour couvrir la partie des frais de scolarité qui est faite à l'étranger. Voilà, donc pour ma part, j'ai posé le cadre et je vais donc laisser la parole à Marjorie qui va illustrer les études qu'on peut faire en cégep, notamment dans le cadre de la préparation de decks techniques. Pour me présenter, Marjorie Bilodeau, je travaille au recrutement des étudiants internationaux depuis déjà une dizaine d'années. Je suis également accréditée en immigration, donc je suis consultante réglementée en immigration pour les étudiants internationaux, ce qui fait que je peux porter conseil là, pour toutes les questions de permis d'études liées à l'immigration pour nos étudiants. Alors, voilà, en fait, Dorothée l'a mentionné, qu'est-ce qu'un cégep? Le cégep, c'est le premier niveau d'enseignement supérieur au Québec. Alors, ça veut dire que tous les étudiants québécois qui désirent poursuivre des études supérieures vont incontournablement passer
par un cégep. C'est connu et reconnu. Ça a été mentionné. Donc, il y a 48 cégeps un peu partout au Québec. Ça reste un système, un établissement, un système qui est unique au monde. Hein. Il n'existe pas de cégep ailleurs dans le monde. Donc, mais c'est vraiment des formations qui donnent accès à un diplôme d'État, un DEC, alors diplôme d'études collégiales. On vit déjà une première différence culturelle entre la France et le Québec. Hein. Pour vous, collège, c'est plus jeune, alors que pour nous, c'est vraiment le premier niveau d'enseignement supérieur. Je représente le cégep de Chicoutimi. Au Québec, c'est vrai qu'il y a 48 établissements avec plus de 120 filières de formation. Nous, cégep de Chicoutimi, on parle d'environ une vingtaine de formations. Donc, en fait, c'est ça, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une région là, un peu plus au nord. Tout à l'heure, il y a Anne-France qui va parler de l'Université Laval qui est à Québec. Nous, on est situé à un petit 200 km au nord de Québec. Donc, c'est vraiment un côté à la fois petite ville de 150 000 habitants, mais attention, étendue sur plus de 40 km, avec à quelques kilomètres de distance, bien vraiment la nature, les grands espaces qui sont vraiment à proximité. Donc, pour les amoureux de plein air, là, c'est une région qui est vraiment appréciée là, parce qu'on peut combiner à la fois un côté urbain et grands espaces. Quand on parle de formation technique, ce sont vraiment des formations d'une durée de 3 ans qui sont professionnalisantes. Alors, après les 3 années d'études, avoir étudié dans un domaine spécifique, les candidats ont vraiment les compétences, les qualifications requises pour accéder au marché du travail dans le domaine dans lequel ils ont étudié, dans la filière liée à leur domaine d'études. Au Québec, donc, vous avez vraiment le cégep. Par la suite, vous avez l'université. Nous, c'est sûr que nos diplômés, une fois les 3 années complétées, la majorité des étudiants vont vouloir accéder au marché du travail et vraiment travailler dans le domaine dans lequel ils ont étudié. Mais toutefois, on pourra toujours y revenir, mais il y a quand même de belles passerelles qui peuvent être, qui existent avec l'université. Donc, quelqu'un voudrait, par exemple, décider après les 3 années techniques de poursuivre à l'université. C'est quelque chose qui est possible. Il y a même des fois des ententes avec les universités pour le faire dans moins de temps là, avec des passerelles. Alors, des filières techniques, comme je le disais, dans les cégeps du Québec, dans les 48 cégeps du Québec, il y a plus de 120 filières. Et ici, au cégep de Chicoutimi, on parle d'environ 22 programmes de formation technique. Donc, les filières sont vraiment divisées par grands domaines. Alors, vous avez vraiment plusieurs domaines possibles. Au cégep de Chicoutimi, je vous dirais qu'on a quand même un bon nombre de filières qui sont liées au domaine de la santé. Alors, je vais les énumérer brièvement pour ne pas trop prendre de temps lié aux filières, puis après ça, je reviendrai s'il y a des questions. Donc, dans le domaine de la santé, c'est sûr que c'est vraiment dans le domaine médical et paramédical. On a des formations qui n'existent pas vraiment, qui n'y a pas vraiment le comparatif en France. Je pense entre autres à hygiène dentaire. On a tout ce qui touche la diététique, la transformation alimentaire, l'analyse biomédicale, l'inhalothérapie, qui est une des formations plus pour la respiration cardio-respiratoire, une formation qui est différente de ce qu'on retrouve chez vous. On a la technique de physiothérapie, des techniques qui sont quand même assez populaires parmi les étudiants internationaux et les Français, parce qu'il y a un peu correspondre à des études de kiné chez vous. Les soins infirmiers, évidemment, donc soins préhospitaliers d'urgence, tout ce qui est les sapeurs-pompiers, les SMU. En fait, l'idée de vous défiler les filières, c'est aussi peut-être de voir avec les photos, je reviendrai tout à l'heure, mais une des forces de la pédagogie dans les cégeps, c'est beaucoup, ce sont des formations qui sont axées sur une approche par compétences. Donc, dans une semaine de cours, par exemple, pour un cours, pour une matière que vous allez voir, vous allez avoir presque autant d'heures théoriques que vous aurez d'heures de pratique de mise en application de laboratoire. Et quand je dis laboratoire, il faut comprendre qu'il y a vraiment beaucoup d'argent qui est investi dans les cégeps du Québec, dans les laboratoires. Alors, ce sont vraiment, ici, comme vous voyez la formation, on a une ambulance qui est dans les salles de cours et les étudiants vont vraiment avoir à travailler avec l'ambulance pendant les 3 années de formation. Alors, c'est vraiment une immersion très, très, très complète, là, très totale sur la réalité du marché du travail. Alors, ça, c'est quand même une des forces et une des atouts de la pédagogie dans les cégeps du Québec parce que c'est ce qui ressort beaucoup de nos étudiants internationaux, c'est vraiment le côté très concret qui prépare vraiment bien, qui est très formateur pour la réalité une fois sur le marché du travail. On a également des programmes dans le domaine du génie, ça, tous les cégeps en offrent. Tout à l'heure, Anne-France pourra faire la différence. C'est sûr que nous, l'université va former les ingénieurs. Nous, on forme vraiment les techniciens, donc qui vont travailler en étroite collaboration avec les ingénieurs, mais ils n'ont pas le statut, le titre d'ingénieur. On forme vraiment les techniciens et les technologues dans le domaine différent du génie.
On a de l'architecture, du génie civil qui est du bâtiment chez vous, donc les petites et grandes entreprises. On a de l'électronique, tout ce qui est télécommunications, réseautique, de l'électronique industrielle, donc plus sur les grandes centrales hydroélectriques. On a du génie métallurgique, la transformation des métaux, deuxième étape de transformation de la matière. On a également des filières de formation liées au domaine de l'administration, donc la comptabilité, la gestion, l'informatique, sécurité, sécurité réseau et informatique de gestion. Et finalement, des formations plus liées au domaine des ressources naturelles, de l'environnement, donc pour travailler dans le domaine de la foresterie et donc technologie forestière. Et une dernière formation que nous offrons, c'est vraiment intervention en loisirs, donc vraiment pour intervenir dans des milieux en tant que technicien en loisirs. Donc, c'est ça, je ne vais pas trop m'attarder en détail sur la description des filières de formation. Le but, c'est plus de vous parler de ce qui peut s'offrir à vous, les particularités des cégeps. Les cégeps, c'est un peu aussi l'image qu'on a des campus, des high schools, là, qu'on voit très cliché, un peu comme on voit dans les séries, mais ça reste, c'est ça, c'est pas seulement choisir un domaine d'études, mais c'est beaucoup choisir un milieu de vie. Donc, dans les cégeps, vous allez retrouver tout ce qu'on retrouve là, donc pour vraiment vous réaliser, tant au niveau de la formation, mais au niveau que ce soit des implications au niveau des activités sportives, socioculturelles, communautaires. Sur les campus, c'est très, très, très dynamique et vous retrouvez vraiment tout pour réussir. Alors, on a des services aux étudiants avec des centres d'activités physiques pour vous, les piscines, les gymnases, des activités sportives. Vous pouvez faire partie d'équipe ou pas. Alors, c'est vraiment, vraiment un milieu de vie. Il y a vraiment tout pour se réaliser là, dans un campus, dans un cégep, des équipes, là, comme vous voyez ici, de e-sport. Alors, c'est très, très, très diversifié. Là, c'est difficile de s'ennuyer. Même chose, pareil pour les cégeps, si les étudiants se questionnent, c'est sûr qu'on a des résidences sur le campus, donc possibilité vraiment d'habiter sur le campus, faire le choix de vivre en résidence. Moi, c'est sûr que je le recommande souvent aux étudiants internationaux parce que, qui habitent en résidence, ce sont des gens qui sont de l'extérieur de la ville et même de l'extérieur du Québec. Alors, c'est vraiment une belle façon aussi de s'intégrer et de favoriser l'intégration parce que tout le monde vient de l'extérieur, donc tout le monde a envie de rencontrer des nouvelles personnes. Alors, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Les études au Québec, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des démarches d'immigration. Une fois les démarches d'immigration donc entamées pour nous, on commence, il y a 2 sessions par an pour commencer au cégep. Alors, on a une arrivée pour la session d'automne qui débute à la dernière semaine de août et on a une session d'hiver qui débute début janvier, mi-janvier à peu près. Et on a vraiment une des forces aussi là, du cégep, c'est l'accueil, la structure d'accueil pour tous nos étudiants internationaux. Donc, on va vous accueillir à l'aéroport, on est là pour vous accueillir jusqu'à votre arrivée à Chicoutimi. Et il y a vraiment une système d'accueil pour s'assurer au moins que l'installation se passe bien. Ouverture de compte bancaire, activités d'accueil, ateliers sur les expressions québécoises, sur la pédagogie, comment ça fonctionne dans un cégep. On vous met en communication avec d'autres étudiants internationaux, avec vos enseignants avant le début des cours. Donc, c'est vraiment un bel avantage, puis c'est vraiment un bel accompagnement qu'on offre à nos étudiants. Il faut comprendre que c'est le premier niveau d'enseignement, donc supérieur. Alors, vous êtes quand même autonome, mais on vous tient quand même encore la main de pas trop loin. On s'assure que tout se passe bien pour vous. Nos étudiants, souvent, ont en moyenne, à partir de 17, 18 ans, on va avoir des étudiants qui vont venir au cégep, mais c'est vrai que le système scolaire québécois étant très souple, je tiens quand même à rassurer les étudiants qui diraient « je suis plus âgé ». Sachez que c'est pas du tout marginal au Québec de décider de refaire des études. On a des étudiants qui sont allés à l'université, qui reprennent des études au cégep, d'autres même qui sont allés sur le marché du travail et qui décident de revenir étudier. Donc, c'est possible quand même de penser à une reconversion, faire des études même à un âge un peu plus âgé. Mais voilà, mais on s'assure quand même là, de la réussite et de votre intégration. Quand je parlais, ça a été mentionné, le coût des études. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une belle entente de réciprocité entre la France et le Québec. Donc, vous seriez belge, vous seriez américain, ça vous coûterait entre 8 000 et 10 000 euros par an de frais de scolarité. En étant français, vous allez payer les mêmes frais qu'un Québécois. Donc, on parle de frais afférents, on parle d'environ 300 euros par an. Donc, c'est drôlement intéressant comme entente. Même chose pour la couverture sociale. Vous êtes couvert gratuitement par la couverture sociale du Québec. Alors, c'est sûr qu'à ça, il faut quand même prévoir un coût, les frais de subsistance, la nourriture, le logement, les loisirs, mais souvent, on a fait l'exercice et c'est à peu près, ça coûte pas plus cher d'entreprendre des études là, au Québec que quelqu'un qui envisagerait de faire des études en France. Puisque vous avez parlé du DEC en soins infirmiers, donc est-ce que ça correspond à un DE d'infirmier? Donc c'est vrai qu'il y a des accords en fait mutuels entre la France et le Québec. En l'occurrence, pour infirmier, le diplôme qui va être reconnu, c'est le baccalauréat en soins infirmiers, donc qui est le stade supérieur, donc qui se passe à l'université. Donc ça se retrouve, c'était une autre question, sur le site Immigration Québec, où vous tapez simplement dans un moteur de recherche ARN, pour accord de reconnaissance mutuelle entre la France et le Québec.
pour toujours rester dans ce cadre-là, il y avait une question donc sur les accords voilà, entre la France et le Québec. Donc ça dépend des métiers. Il y avait une question qui concernait les cuisiniers, par exemple. Faut savoir que pour être cuisinier, il n'y a pas besoin d'avoir une enfin, c'est conseillé bien sûr d'avoir une formation, mais c'est pas obligatoire pour un employeur d'employer quelqu'un qui a une formation en cuisinier. C'est-à-dire que si vous vous formez par vous-même, ça peut tout à fait marcher. Donc là, ce sera plutôt à vous de vous faire recruter en fait directement par un employeur. Tout à fait. Il y avait ensuite plusieurs questions qui concernaient, plutôt l'accès en fait à l'université. Là, donc la Dorothée en a déjà parlé un petit peu. On l'abordera un tout petit peu après du coup avec Anne-France, notamment sur, la question, voilà, quand on a une licence et un premier cycle universitaire en France, à quel niveau on accède à l'université? Donc là, je laisserai Anne-France, répondre à ça tout à l'heure. Pareil, après un DUT français, alors le DUT, on va dire, c'est plutôt l'équivalent du DEC, donc le diplôme d'études collégiales chez vous. Donc on est plutôt quand même sur une entrée en début d'université, sauf quand il y a des accords un peu deck-back. Mais là, je laisserai peut-être Anne-France l'expliquer tout à l'heure aussi dans l'accès à l'université. Donc là, par rapport aux accords, oui, c'est la nationalité qui compte. Voilà, il y avait ça également. Donc là, je pense qu'on va pouvoir du coup continuer. Donc Marjorie, vous avez d'autres choses à rajouter? Ben, en fait, simplement, je réalise que pour faire une demande d'admission dans un cégep, je ne l'ai pas mentionné, c'est vraiment sur dossier. Nous, on va demander les relevés de notes de seconde, de première et de terminale et on va procéder à une analyse comparative des études faites, à savoir si vous avez si vous répondez aux conditions d'admission pour la filière que vous visez. Donc, c'est vraiment la façon de procéder. Là, je vous dirais que ça passe, il y a un délai de traitement d'environ 4 à 5 semaines. Puis après ça, vous obtenez une réponse là, à savoir si vous êtes admis ou admissible au cégep. Peut-être Marjorie, vous pouvez préciser aussi qu'il s'agit d'un service régional en fait d'admission par lequel il faut passer effectivement pour candidater dans un cégep. Tout à fait. En fait, il y a 3 services régionaux. Il y a le service régional d'admission du SRAM, qui est les cégeps de Montréal et des environs. Vous avez le SRAC, service régional d'admission des cégeps de Québec, donc Québec et les environs. Et vous avez le SRACEL, service régional d'admission du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, le cégep de Chicoutimi en fait partie. Donc, il faut choisir, une fois qu'on a choisi la filière d'études et le cégep dans lequel on veut étudier, on fait une demande d'admission via ce service régional d'admission. Merci. Voilà, je pense que vous voyez à l'écran, je pense, là, les différents services régionaux d'admission dont Marjorie parlait, avec voilà, un calendrier qui est variable. Et vous avez toutes ces informations-là sur l'ensemble des cégeps des différentes régions sur le site cégepquebec.ca. Donc là maintenant, si vous voulez bien, on va passer du coup à l'université, puisque du coup voilà, c'est un petit peu une suite logique par rapport à la suite du cégep. Et comme on a déjà pas mal de questions là qui concernent l'université, on va laisser Anne-France du coup présenter. Et au fur et à mesure de sa présentation, vous allez voir qu'elle va déjà répondre à pas mal de questions et qu'on pourra reprendre aussi par la suite si besoin. Mon nom est Anne-France Desvignes. J'ai la chance de travailler à l'Université Laval qui se trouve dans la belle ville de Québec, au Québec. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter la ville de Québec, ensuite l'Université Laval, le système universitaire québécois, sachant que Dorothée en a un peu parlé, les programmes et le processus d'admission, le coût des études et les bourses et les possibilités de travailler pour les étudiants étrangers. Alors, bon, pourquoi choisir la ville de Québec si vous vous décidez? Québec est une ville magnifique, empreinte d'histoire. Elle a été fondée au XVIIe siècle par Samuel de Champlain. Puis, une des particularités à Québec, c'est le fait que la majorité des personnes parlent français. Donc, c'est plus facile pour s'intégrer quand on est soi-même français, comme le disait Dorothée. Alors, la ville de Québec se trouve à l'est du Québec. Donc, elle se trouve au bord du fleuve, le long du fleuve Saint-Laurent, à environ 2h30 de Montréal. Donc, c'est pour vous situer sur le plan géographique. Québec est une ville très intéressante. Elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est une des villes les plus sécuritaires au monde. Par ailleurs, elle est entourée de verdure et puis on a de nombreux parcs qui sont vraiment très agréables en été comme en hiver. C'est pas très loin des stations de ski. Puis elle est très bien desservie au niveau du transport en commun et puis on a beaucoup de pistes cyclables. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, on aperçoit le château Frontenac et puis quelques maisons historiques.
Par ailleurs, Québec est une ville très dynamique sur le plan économique. On a une situation de quasi plein emploi jusqu'à maintenant. Il y a des secteurs très dynamiques, notamment au niveau de l'électronique, de l'optique photonique, l'alimentation, la nutrition, les assurances, les services financiers, puis tout ce qui est technologie de la santé. Alors, c'est très intéressant pour les diplômés étrangers qui trouvent souvent un emploi à leur mesure. Québec est également très dynamique au niveau culturel. On a plein de festivals l'été, l'hiver. On a le festival d'été, par exemple, qui s'apparente au festival des Francopholies, aux Francopholies de La Rochelle, pardon. Puis, on a de nombreux créateurs, que ce soit en théâtre, en cinéma, dans tous les domaines artistiques. Donc, j'espère vous avoir donné envie de venir à Québec. Maintenant, je vais vous parler plus précisément de l'Université Laval. Alors, vous apercevez sur la photo donc le campus, qui est un campus à l'américaine. Donc, c'est une superficie de 2 km² pratiquement, avec 40 édifices. Et puis, on a 60% de l'espace qui est occupé par des espaces verts, ce qui rend le campus vraiment très agréable l'été et l'hiver. L'Université Laval est une des meilleures universités de recherche au Canada. Elle est par ailleurs dans le top 20 des universités francophones dans le monde. Puis, on a également une forêt d'enseignement de 400 km², donc qui est très intéressante pour les chercheurs dans le domaine de la foresterie. Et qui dit université de recherche dit de nombreux fonds pour la recherche. On a 400 millions de fonds de recherche, ce qui est quand même très, très important. Alors, voilà. À l'Université Laval, on offre des programmes dans tous les domaines du savoir. On a 500 programmes dans tous les cycles, donc au premier, au deuxième et au troisième cycle, ce qui fait que vous pourriez trouver un programme de votre calibre. Outre les programmes plus classiques, on offre 120 programmes à distance et 1000 cours à distance. On est en fait, on offre la plus vaste gamme de programmes à distance au Canada et on est féru en matière de tout ce qui est technopédagogie, ce qui fait que finalement, on a pu s'adapter à la pandémie très facilement. L'Université Laval a 319 000 diplômés à travers le monde. Donc, il y a un gros réseau de diplômés. Puis, parmi ces diplômés, on a des diplômés illustres, des ministres du Québec et du Canada, et puis pas mal d'artistes très connus. Au niveau des infrastructures, alors là, vous voyez la photo d'un tunnel. À l'Université Laval, tous les édifices sont reliés par 5 km de tunnels piétonniers, ce qui est vraiment très pratique l'hiver. Dorothée, vous demandiez comment on fait pour s'adapter à l'hiver. Il y en a qui choisissent de rester à l'intérieur. Moi, personnellement, j'aime bien l'hiver et puis il y a quand même des attraits quand on est bien habillé. Donc, c'est quand même très bien pensé. On a donc 40 édifices. Là, vous avez un aperçu de quelques-uns de nos édifices qui ont évolué, l'architecture a évolué avec le temps. Le système universitaire au Québec est un système semi-privé. Il y a juste les universités qui peuvent délivrer des diplômes universitaires. On n'a pas le système de grandes écoles comme en France, école de commerce ou école d'ingénieur. Par contre, c'est vraiment le même niveau que ce que vous avez en France. Alors là, vous voyez un exemple de salle de classe interactive. On a mis beaucoup d'investissements pour qu'il y ait vraiment beaucoup de technopédagogie à l'Université Laval pour avoir une meilleure interaction entre les étudiants et leurs professeurs. Il y a beaucoup d'écrans dans nos salles. Puis une des spécificités, c'est le fait que notre enseignement est très axé sur le pratique. Donc, dans 90% des programmes, les programmes de premier cycle incluent un stage, donc un stage en entreprise. Et les stages sont assez faciles à trouver grâce à notre service de placement, donc qui aide les étudiants à se placer en stage et après, au terme de leur diplôme, pour trouver un emploi. Alors, je vous disais que l'université était une grande université de recherche. Là, vous avez un aperçu du genre de laboratoire qu'on a. On a injecté plusieurs millions en 2019 pour moderniser toutes nos infrastructures. Qui dit université dit professeur. Alors, vous trouverez toujours des professeurs qui sont là pour vous aider dans votre parcours académique et ils sont particulièrement à l'écoute, puis disponibles dans votre cursus. À l'Université Laval, on met vraiment l'accent sur l'équilibre entre les études et puis la vie étudiante. Donc, on a plus de 200 associations étudiantes. On a des clubs, des associations en matière, par exemple, club de théâtre, musical. Puis, on fait également des compétitions interuniversitaires académiques, par exemple, des simulations des États-Unis. On a des compétitions en sciences et génie. Donc, c'est vraiment une vie universitaire très riche.
Je vous parlais tout à l'heure du service de placement. On a une multitude de services offerts aux étudiants pour leur permettre une meilleure intégration et puis pour leur permettre de réussir dans leur parcours académique. On a par exemple un centre d'aide aux étudiants, on a des grandes bibliothèques. Finalement, c'est comme une petite ville dans une ville, l'Université Laval. On est là vraiment pour vous aider. Nos infrastructures sportives maintenant, donc vous voyez la photo du PEPS. Le PEPS, c'est le centre sportif le plus grand à l'est du Canada. Donc là, on voit le stade de football américain. On a aussi un stade de soccer. Donc le soccer, pour nous, c'est le football européen. On a 2 piscines olympiques et il y a une multitude de possibilités pour faire du sport pour les grands sportifs ou les moins sportifs. Alors, sinon, donc on a également des résidences qui sont situées à même le campus. Donc les résidences sont vraiment bon marché. On parle de 250 € par mois, ce qui est vraiment bien. Puis, comme le disait Marjorie, nous aussi, on recommande fortement aux étudiants de vivre sur le campus pour une meilleure adaptation. Voilà. Alors maintenant, on va parler un peu du système universitaire québécois, sachant que Dorothée en a déjà parlé. Pour intégrer l'université, les Français peuvent intégrer l'université directement après le baccalauréat. Par contre, pour certains programmes, il faut faire une année préparatoire. Donc, ça concerne notamment les programmes en sciences et génie, les programmes en administration, puis tout ce qui est foresterie et puis agroalimentaire. Donc, cette année préparatoire, en fait, il faut d'abord faire une admission dans le programme que vous visez pour être admis en année préparatoire. Et à l'université, on a 3 diplômes. Alors d'abord, après donc votre baccalauréat, il y a le baccalauréat québécois, qui est l'équivalent d'une licence qui se réalise en 3 ou 4 années. Ensuite vient la maîtrise qui dure 2 ans normalement, puis le doctorat de 3 ans généralement. Mais nous, on parle plus en termes d'acquisition de crédits d'études et non pas en termes d'années d'études. Là, c'est vraiment un ordre de grandeur quand je parle d'années. Si, mettons, vous avez un baccalauréat français, donc vous pouvez intégrer un baccalauréat québécois selon des critères d'admissibilité bien définis. Si vous avez déjà une licence, vous pouvez intégrer un programme de maîtrise. Et si vous avez une maîtrise, vous pouvez intégrer un programme de doctorat. Il y a une excellente reconnaissance de diplôme entre nos 2 pays, grâce à des accords bilatéraux, comme le disait Dorothée. Le système universitaire québécois, donc l'année universitaire se divise en 3 sessions. On a la session d'automne qui va de septembre à décembre, d'hiver de janvier à avril, et puis on a également la session d'été, mais souvent, l'été, les étudiants travaillent. Il y en a d'autres qui préfèrent s'avancer dans leurs cours, par contre. Après chaque session, on a une période d'examen, puis des vacances. Et donc, je vous parlais des crédits. Pour chaque session, il faut faire un certain nombre de crédits, donc c'est de 12 à 15 crédits. Et par session, il faut compter de 4 à 5 cours et ça fait à peu près de 9 à 12 heures de cours par semaine, mais à ceci s'ajoute bien sûr du travail personnel. Donc maintenant, on va parler des programmes et du processus d'admission. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'à l'Université Laval, tous les domaines d'études étaient enseignés. Donc, on a administration, sciences et génie, droit, langue, sciences de la santé, sciences humaines, etc. Tout est enseigné aux 3 cycles. Si jamais vous avez donc déterminé votre domaine d'études, il faut cibler après un programme. Donc, à l'Université Laval, vous pouvez choisir jusqu'à 3 programmes d'études quand vous faites une demande d'admission. Les critères de sélection sont basés sur la qualité du dossier académique, bien entendu. Donc, si c'est pour une admission au programme de baccalauréat, donc pour l'équivalent de la licence, on va vous demander vos relevés de notes du baccalauréat. Si c'est pour intégrer un programme de maîtrise, là, ça va être, on va vous demander vos relevés de notes universitaires, puis un certain nombre de documents, par exemple des attestations de professeurs. Et si vous voulez aussi donc intégrer un programme au niveau de la recherche, dans la majorité des programmes, on va vous demander de trouver un directeur de recherche avant de faire le processus d'admission. Alors, dans les faits, comment faire une demande d'admission? Il faut faire une demande en ligne. Donc, sur notre site web, quand vous arrivez sur le site, vous voyez d'entrée de jeu le site qui vous mène. Donc, vous faites votre demande d'admission en ligne qui coûte environ 60 €. Il faut mettre les pièces justificatives et tenir compte aussi des dates limites. Donc, on a des dates limites spécifiques pour la session d'automne et d'hiver. Une fois que vous êtes admis, donc si vous êtes admis à un programme, il faut faire vos démarches d'immigration, puis réserver votre chambre sur le campus et entamer les démarches de voyage, bien entendu. Alors, pour l'immigration, donc les services d'immigration vont avoir besoin d'un passeport, bien sûr. Il faut demander un certificat d'acceptation du Québec, un permis d'études et depuis le 2018, les données biométriques sont exigées, donc c'est-à-dire tout ce qui est les empreintes digitales. Donc, pour plus d'informations concernant les études de 6 mois et plus, vous pouvez aller sur notre site.
Alors, pour les droits de scolarité, donc Marjorie parlait des droits de scolarité tout à l'heure au niveau du Cégep, à l'Université Laval donc, et au Québec. Donc, au premier cycle, les étudiants français donc, bénéficient d'accords bilatéraux. Pour une année d'études au baccalauréat, ils font compter environ 6 000 euros. Donc, ça, c'est les droits de scolarité canadiens. Au deuxième cycle, c'est un peu moins cher. Il faut compter à peu près 2 000 euros pour une année d'études et idem pour le doctorat. À ceci s'ajoutent donc les frais de la vie courante qui s'élèvent à environ 9 000 euros par année. Donc, la vie courante est assez bon marché à Québec. Donc, pour financer vos études, alors il y a des possibilités de bourses qui sont offertes aux étudiants étrangers. Je vous invite à consulter le site du Bureau des bourses du Bureau des bourses au bbaf.ulaval.ca. Mais vous pouvez également travailler sur le campus et hors campus en ayant un permis. On a des programmes d'études et travail pour les étudiants étrangers. Donc, si vous avez des questions sur nos programmes, vous pouvez consulter notre site web à www.ulaval.ca. On a le répertoire des études. Et puis, adresser des questions, si vous avez des questions qui vous passent par la tête après la présentation, à cette adresse info@ulaval.ca. Donc, il me fera plaisir de répondre à vos questions sur les études universitaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-France, je vous remercie là, pour cette présentation. Est-ce que le DEC préuniversitaire peut servir un petit peu d'antichambre pour rentrer à l'université au lieu de faire une classe préparatoire? Marjorie? Peut-être que je peux répondre, oui, c'est ça. Oui, comme le mentionnait Anne-France, c'est vrai qu'il y a certains programmes universitaires qui vont exiger une année préparatoire. C'est possible d'aller faire cette année préparatoire-là dans les cégeps, donc d'aller chercher, parce que dans le fond, le DEC préuniversitaire correspond un peu à une prépa chez vous. C'est d'une durée de 2 ans, c'est général et c'est vraiment pour poursuivre à l'université. Alors nous, ça arrive justement qu'on a des étudiants qui visent l'université et que plutôt que faire la préparatoire à l'université, vont venir faire le DEC préuniversitaire. Et là, c'est sûr qu'un étudiant qui a déjà passé le bac, faudrait voir aussi pour avoir certaines matières qui lui seraient validées là, à ce moment-là. D'accord. Donc oui, ça reste une option intéressante. À voir au cas par cas. Et sinon, de toute façon, dans les universités, que ce soit l'université Laval ou l'université l'UDEM à Montréal ou HEC par exemple, pour les programmes qui ne sont pas accessibles tout de suite avec un baccalauréat français, elles prévoient d'entrer une année préparatoire. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire votre baccalauréat en 3 ans, nos étudiants français, pour certains, le font en 4 ans. C'est bien ça? C'est ça, absolument. Par contre, pour faire l'année préparatoire en question, il faut être admis dans le programme visé. Donc, c'est vraiment la condition. Puis, pour être admis dans le programme visé, il faut répondre aux conditions d'admission du programme. Et chaque programme a des conditions d'admission très spécifiques. C'est la raison pour laquelle il est important de vraiment se renseigner, de consulter les programmes avant de faire une demande d'admission. D'accord. En parlant de programme, plusieurs questions portaient également sur les possibilités de formation dans tel ou tel domaine. J'ai pu relever par exemple en économie. Alors, je sais que l'Université Laval est très reconnue en économie-gestion notamment. Donc là, oui, vous aurez beaucoup de possibilités. Dans le domaine du divertissement, ce qui était cinéma par exemple, scénario, etc. Est-ce que vous avez des formations? Oui. Alors, pour en revenir à l'économie, nous, on offre des programmes, on appelle ça en économique, à la Faculté des sciences sociales. Puis, on a également des programmes en sciences de l'administration à la Faculté des sciences de l'administration, donc qui s'apparentent un peu à une grande école de commerce. Donc, dans ces deux facultés, on a un nombre considérable de programmes qui sont disponibles en ligne. Là, on a des programmes de baccalauréat, de master et de doctorat. Alexandre, justement, vous avez fait une formation dans le domaine de l'économie, du commerce. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être vous présenter un peu plus longuement que ce qu'on a fait tout à l'heure et nous raconter un petit peu votre parcours? Bonjour à tous, donc Alexandre, je suis diplômé de l'université Laval en 2018, donc d'un MBA, donc d'une maîtrise en administration des affaires à la Faculté des sciences et de l'administration, donc la FSA, en stratégie et innovation. Et donc c'était dans le cadre d'un parcours bidiplômant, d'un double diplôme avec mon école de commerce en France, qui est donc l'ESC Toulouse. Je suis parti 1 an à Québec avec une session d'automne, d'hiver et une session d'été où j'ai pu faire mon mémoire. Donc ça a vraiment été une année très riche, pleine d'expériences sur le point universitaire, mais aussi donc les rencontres avec les Québécois. Et effectivement, comme le parlait France, comme le disait Anne-France, il y a cet équilibre entre la vie étudiante et la vie universitaire. Et donc j'ai pu faire beaucoup d'activités extra-universitaires, notamment autour du sport à l'université Laval. D'accord.
Là, je rebondis un petit peu sur des questions qu'il peut y avoir dans le chat, qui peuvent vous concerner. Est-ce que vous vous rappelez, vous, les frais d'études que vous avez eus pour 1 an, parce que vous étiez sur un second cycle, vous? Oui, j'étais sur un second cycle, donc c'était un accord avec mon école de commerce. Donc les frais étaient déjà inclus, mais j'ai le souvenir que l'année, c'était aux alentours de 4 à 6 000 euros l'année, si je me souviens bien. Mais donc j'ai pas eu de frais à payer puisque c'était inclus, c'était un accord. Donc il y a un échange, l'université Laval accepte des étudiants de l'école de commerce de Toulouse et l'école de commerce de Toulouse accepte des étudiants de l'université Laval pour également des parcours bidiplômants. Il faut savoir qu'on a à peu près 900 ententes bilatérales avec presque 80 pays à travers le monde, hein. Donc, même les étudiants français qui viennent à l'Université Laval, ils peuvent très bien décider, en étant à l'Université Laval, de faire une session à l'étranger à un moment donné. Donc, c'est vraiment très, très intéressant pour le parcours professionnel futur. Par rapport à l'internationalisation, tout à l'heure, il y avait une question qui concernait les langues, qui demandait si on est à Québec, par exemple, où tout est a priori en français, est-ce que vous avez quand même de l'anglais ou des cours qui sont enseignés en anglais? Oui, absolument. Puis certains programmes exigent un certain niveau d'anglais. Par ailleurs, on a une excellente école de langue qui enseigne près une dizaine de langues, donc toutes les langues finalement occidentales. Puis il y a moyen de se perfectionner en langue. On a également des programmes en anglais. Donc on a notamment un MBA en anglais qui s'appelle Global Business. Donc c'est enseigné en anglais. Puis on a certains programmes, par exemple en littérature anglaise, qui sont en anglais également. Mais vous pouvez choisir des cours en anglais à la faculté des sciences de l'administration, notamment si vous ne faites pas votre programme en entier. Donc, il y a vraiment une possibilité de parfaire son anglais grâce à tout ce qu'on a, tous nos programmes. Alexandre, est-ce que vous aviez quelque chose à dire à ce sujet? Effectivement, dans mes cours, tout au long de l'année, j'ai pu choisir des cours à la fois en français et en anglais. Donc on a quand même quelques cours en anglais qui étaient obligatoires, mais c'était dans le cadre de mon double diplôme. Mais sinon, effectivement, on pouvait choisir des cours tout en anglais ou des cours plus en français. C'est vraiment modulable. Oui. Vous pouvez apprendre le mandarin, le russe, en option également, toutes les langues possibles. D'accord. Alexandre, au-delà des cours, Oui. donc là, Anne-France a parlé un petit peu tout à l'heure des installations de l'université. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, vous qui avez vécu du coup 1 an sur le campus de Laval? Je confirme ce que disait Anne-France, c'est vraiment une ville dans la ville. Donc à l'Université Laval, il y a beaucoup d'infrastructures. Moi, les souvenirs que j'ai, ce qui me marque le plus, c'est vraiment le complexe sportif, avec énormément d'infrastructures, des terrains de tennis en intérieur, tous les sports possibles qu'on peut faire tout au long de l'année, et accessible pour tous les étudiants via un site avec des réservations, donc vraiment appréciable. Et ensuite, au sein de l'université, vous avez vraiment tous les services que vous pouvez attendre en tant qu'étudiant. Il y a par exemple la banque des jardins qui est donc à l'Université Laval. Vous allez pouvoir louer aussi des locations des voitures si vous voulez partir un week-end par exemple, une semaine plutôt en Gaspésie pour aller découvrir un peu les parcs de la région. Vous avez une petite épicerie, donc vous avez vraiment tous les services qui sont accessibles par les souterrains ou alors à pied dehors. Donc c'est vraiment très bien. Et vous avez utilisé tous ces services? Oui, et j'ai utilisé tous ces services, sauf le coiffeur de l'université Laval, où je suis allé à part. Mais voilà, vous avez vraiment tout à l'université. Même, par exemple, vous avez des soins pour les sportifs. Donc, c'est vraiment très agréable d'avoir tout à disposition. Et l'université Laval est ensuite très bien desservie par les transports. Et donc, vous avez le quartier du Vieux-Québec à une vingtaine de minutes en bus directement avec des arrêts qui sont vraiment dans l'université Laval et au pied des résidences universitaires aussi où la plupart des étudiants y vivent. Puis on aura bientôt un tramway. Mmh. Donc, ça va être une merveilleuse avancée. On va revenir vers vous un petit peu après, Alexandre, parce que j'ai d'autres questions Ouais. pour vous, mais peut-être demander à Zachary, puisque là, Zachary qui vient d'arriver du coup sur Montréal, puisqu'il y a quelques questions qui concernent du coup la crise sanitaire. Est-ce que vous, Zachary, déjà vous pouvez vous présenter voilà, un peu plus longuement, dire ce que vous faites et votre situation actuelle? Alors moi, je suis lyonnais de base, j'ai 19 ans et je suis futur étudiant à l'Université de Montréal. Normalement, je devais commencer mes cours et venir en septembre, mais à cause de la crise sanitaire, j'ai été obligé de décaler mon admission au semestre d'hiver. Et il y a une quarantaine obligatoire, là je suis actuellement en quarantaine. Voilà, Vous êtes arrivé quelles sont les quand à questions? Montréal? Je suis arrivé dimanche, je suis arrivé, il y a vraiment 4 jours. Il me reste 10 jours de quarantaine avant de pouvoir visiter un peu la ville. Il fait froid là actuellement? Actuellement, il neige, mais ça va, il fait pas trop froid. Il fait -4,
ça reste supportable. D'accord. Vous vous êtes inscrit dans quel parcours? Dans quelle formation? Alors moi, je fais un double baccalauréat en économie et politique à l'université de Montréal. D'accord. Est-ce qu'on peut vous demander ce qui vous a décidé pour postuler au Canada plutôt que de faire des études, en France, par exemple? Non, j'avais envie de voyager pendant mes études et j'ai découvert le Canada et j'ai découvert, toutes, toutes les universités qu'il y a ici et notamment le fait qu'on peut choisir ses cours. Alors moi, dans mon cursus, je peux choisir un tiers de mes cours et 2 tiers de mes cours, 2 tiers de mes cours. Donc c'est quand même vachement intéressant et avec, un large choix de cours et grâce aux accords entre le Québec et la France, ça permet de rendre, cette expérience possible. D'accord. Alors on a une question directement pour vous, bah, je pense que c'est pour vous, de Laura qui vous demande si vous êtes, là actuellement en échange universitaire? Non, je suis en mobilité solo. Je me suis inscrit directement, à l'université, ici. D'accord. Et donc par rapport aux différentes étapes, dont a parlé, Anne-France tout à l'heure, donc, pour l'admission, puis les différents, documents administratifs à réaliser, est-ce que vous avez rencontré, des difficultés? Comment vous vous y êtes pris? Alors c'est long, il faut avoir du temps devant soi, puis, en pleine période de covid, les souvent tout est ralenti. Alors, au début, il faut faire une demande sur le site de l'université de Montréal pour une admission, où tout est très bien expliqué, c'est très clair, il faut téléverser les documents et cetera. Ensuite, on reçoit une réponse de l'université et on doit commencer les démarches d'immigration. Donc la première étape, c'est le certificat d'acceptation au Québec, qui en temps normal prend, à peu près 1 mois, pour être délivré. Alors moi, ça a pris le double. Heu, je sais que maintenant on peut le faire entièrement en ligne. Avant, ça devait forcément passer par la poste. Maintenant, on peut le faire entièrement en ligne et une fois qu'on a reçu, notre CAC, on doit faire une demande de permis d'études et le permis d'études, c'est long, c'est très long. Il y a beaucoup de documents à apporter et il y a les données biométriques à faire, comme, comme on l'expliquait tout à l'heure. Il y a que 2 endroits en France où on peut donner nos données biométriques, c'est à Paris ou à Lyon. Donc ça peut être un peu, Bah, pense nous. décourageant pour les gens qui n'habitent ni à Paris ni à Lyon. En plus, ça a été fermé pendant le covid. Je crois que ça a réouvert là. Je suis pas sûr que ça ait réouvert partout et une fois qu'on le reçoit et on peut partir. On peut partir et voilà et le permis d'études nous est délivré en fait, ici sur place. On le reçoit pas avant de partir, il nous le donne à l'immigration à l'aéroport. Zachary, Pour compléter, oui, c'est ça. Excusez-moi, pour compléter, Zachary, il obtient une lettre d'introduction de l'immigration qui dit que sa demande est approuvée et c'est seulement une fois arrivé au Canada, aux douanes, que l'agent des services frontaliers va lui remettre le permis d'études. C'est ça. Zachary, il y avait une question aussi sur le délai, il me semble, de réponse entre la candidature et l'admission à l'université. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Et il y avait aussi une autre question sur est-ce qu'il me faut 10 000 euros sur mon compte pour pouvoir aller étudier au Canada? Donc, est-ce que vous pouvez répondre sur ces deux sujets? Ouais, alors, pour, le temps d'admission, j'en ai fait 2. J'en ai du coup fait une pour le septembre 2020 et une pour l'hiver 2021. Je sais que maintenant on peut décaler les admissions. Les moments où je l'ai fait, c'était pas possible et ça a été, assez différent. Le La première fois, ça a pris 1 semaine et la deuxième fois, ça a pris, un peu moins d'1 mois, 3 semaines, 1 mois. C'est ça, ils donnent à peu près ça comme délai, c'est 1 mois pour être sûr de l'avoir et pour après avoir un gros compte en banque, c'est en effet demandé pour le CAC. Ils le demandent, je crois, qu'1 an pour subvenir à tes besoins, en fait. Donc, pour payer l'université, payer tes frais sur place. Eux-mêmes donnent un calculateur et ils te donnent en gros une somme que tu dois avoir sur ton compte en banque. Il y a plusieurs possibilités. Alors moi, j'avais pas cette somme-là, donc j'ai fait un prêt étudiant qui sont des taux très avantageux et dont on n'est pas obligé de les utiliser parce que une fois sur place, on peut trouver un petit job. Sauf qu'on ne peut pas mettre dans les démarches d'immigration, je vais trouver un petit job, sauf si on a une promesse d'embauche. Euh, et pour le permis d'études, ils demandent aussi une certaine somme. Je me souviens plus des montants exacts. Il faut à peu près avoir près une vingtaine de milliers d'euros. Je crois que c'est ce que j'ai moi en tout cas. Excusez-moi, Zachary, Mmh. pour le CAQ, pour le certificat d'acceptation du Québec, on parle d'environ près de 13 000 canadiens de preuve de capacité financière. Et comme tu l'as mentionné, Zachary, ça peut être par un prêt, ça peut être une fiche de paye, donc des preuves là, d'un emploi, des relevés bancaires des 4 derniers mois. Donc, il y a plusieurs preuves qui peuvent être fournies pour la preuve de capacité financière. Mais effectivement, ça prend la preuve et c'est vrai qu'on ne peut pas dire oui, je vais travailler, je les aurai, ça les prend avant de partir. Alors juste quelque chose quand même à préciser, 13 000 $, ça doit être pour les cégeps, pour les universités, vu que le prix d'admission n'est pas le même.
Je sais qu'en tout cas, moi, c'était pas ce montant-là, c'était plus. Je suis sur Alors, le je... site du MIFI en ce moment, donc qui est vraiment le ministère pour le Ah CAQ, oui, et d'accord, ok, autant pour moi. c'est vraiment ce prix-là, ouais. En fait, vous avez tous les deux raison. Pour le CAQ, ils demandent les frais de vie qui sont de 13 000 et quelques dollars canadiens, qui font à peu près 8 000 euros pour nous Français. Et à ça s'ajoutent les frais universitaires. Donc dans les cégeps, il n'y en a pas. Par contre, vous avez dû rajouter les frais de l'université en plus. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Vous avez parlé des petits boulots. Est-ce que, Alexandre, vous aviez pu travailler un petit peu à côté de vos études? Oui, effectivement. J'avais travaillé à partir de ma session d'hiver. Donc, je pouvais parce que j'avais un permis d'études et donc je résidais au Canada plus de 6 mois. Donc, ça, c'est important parce que tous ceux qui vont résider au Canada moins de 6 mois ne pourront pas prétendre à travailler, à pouvoir travailler ou avoir un petit travail. Donc, effectivement, comme le disait Anne-France, il y a alors je me souviens plus exactement du nom, je crois que Le programme études-travail Hmm. pour les étudiants étrangers qui permet de travailler jusqu'à à peu près 20 heures par semaine pour exactement. compléter sur les études. Et ensuite, vous avez le service de placement de l'Université Laval qui permet d'avoir des offres d'emploi. Donc moi, notamment, j'avais pu travailler un peu moins d'une vingtaine d'heures par semaine. Donc en fait, j'intervenais en tant que intermittent ou aide organisateur pour différents événements, notamment lors du Carnaval de Québec. Ils avaient besoin de monde sur certaines activités. Et donc, je pouvais travailler comme ça et je sélectionnais un peu mes missions. Donc, c'était vraiment un emploi intéressant. Et j'étais rémunéré. Donc, c'était vraiment très bien pour compléter et financer les activités à côté de l'université. Vous avez été bien intégré si vous avez participé au Carnaval de Québec. C'est la meilleure intégration possible. Oui. Par rapport, si on reprend un petit peu les questions, donc on en a une sur l'assurance maladie. Donc ça fait aussi partie des accords France-Québec, donc qui permet quand même aux étudiants français d'être affiliés à la Sécurité sociale québécoise. Est-ce que Alexandre ou bien Zachary, vous pouvez en parler? Comment vous vous y êtes pris? Est-ce que vous vous rappelez? Alors moi, je peux en parler parce que je suis en plein dedans. Oui. Il y a du coup un accord entre la sécurité sociale et la RAMQ, qui est l'équivalent de la sécurité sociale québécoise. Il y a quand même des démarches à faire et des démarches qui ne peuvent pas être faites avant de partir. On est obligé d'être sur place pour les faire. C'est pas hyper simple parce que la sécurité sociale française, en tout cas dans mon cas, me demande des documents de plus en plus alors qu'on les a déjà donnés. Bref, c'est un peu compliqué et ça fait que personnellement, en tout cas, j'ai un laps de temps où je ne suis pas couvert par aucune assurance maladie à cause de ce changement en fait, de cette transition. Normalement, c'est censé être assez simple. Une fois que j'aurais reçu les papiers de la sécurité sociale française, j'aurais normalement qu'à envoyer ça à la RAMQ et ce sera bon. Personnellement, à l'UDEM en tout cas, il y a une deadline, c'est le 31 janvier. Sinon, on paye obligatoirement une assurance maladie obligatoire pour les étudiants étrangers. Donc, on a quand même une deadline pour faire les papiers d'équivalent. Et dans mon cas, je garde ma mutuelle. La mutuelle française me suit au Canada. Et oui, si on revient en France aussi pendant notre séjour, personnellement, je suis là pour 3 ans du coup pour un baccalauréat. Si je reviens l'été en France et que je dois me faire soigner en France, je serai couvert quand même par la sécurité sociale québécoise et pas française. Il y a des démarches à faire dans l'autre sens aussi pour revenir à la sécurité sociale française. Et pour parler aussi, pour dire un petit mot sur la couverture sociale québécoise, elle couvre à peu près pareil qu'en France, sauf qu'elle couvre moins bien les soins dentaires et les lunettes. Donc c'est conseillé de faire un gros check-up avant de partir, Oui. de bien s'équiper si l'on peut, voilà. Et puis après, comme vous, hein, vous l'avez sans doute fait, prendre des complémentaires ou une mutuelle qui peut justement couvrir des frais supplémentaires. Je vois Alexandre qui hoche de la tête. Est-ce que vous avez aussi eu une expérience par rapport à des frais médicaux? Non, mais effectivement, c'est des démarches administratives qui sont un petit peu longues. Je me souviens qu'il fallait se rendre à la RAMQ, à l'extérieur de Québec. Il y avait plusieurs bus à prendre. Mais après, ça se fait bien. Et comme j'étais resté 1 an et au bout de la fin de l'année civile, j'avais dû recommencer. Donc ça prenait un petit peu de temps, mais bon, après ça se fait. Et non, j'ai un ami indien qui a eu l'appendicite, qui s'est fait opérer et tout s'est très bien passé. Il a été pris en charge à l'hôpital de Québec, à la clinique, donc il n'y a pas de problème là-dessus. J'aimerais ajouter qu'à l'Université Laval, on a une clinique médicale à même le campus. Donc, c'est vraiment très pratique pour nos étudiants. Très bien.
Avant de passer à la conclusion de cette visioconférence, donc reprendre les dernières questions. Donc là, je vois que Dorothée a répondu. Donc, on le rappelle, hein, le baccalauréat dont vous parlez au Québec, c'est le premier diplôme d'études supérieures, donc il correspond à un bac +3, +4 français. Donc, ce n'est pas le même que notre baccalauréat, qui est la fin des études secondaires. Et puis, on a des questions notamment sur le domaine du sport, où là aussi, on a des formations dans le domaine sportif à l'université. Absolument. Vous voulez en dire un mot Oui, dans notre cas, à l'Université Laval, on a plusieurs programmes. On a plusieurs équipes sportives, le Rouge et Or. Donc, les étudiants peuvent combiner les études avec un programme sportif. Et s'ils veulent faire des études vraiment spécifiques au niveau du sport, la Faculté des sciences de l'éducation offre des programmes dans ce domaine-là. Donc, on a des équipes vraiment réputées, donc le Rouge et Or, dans différents sports spécialisés. Et sur les cégeps, Marjorie? Sur les cégeps, c'est surtout la formation en fait de techniques de physiothérapie, donc pour travailler vraiment davantage dans les soins là, aux sportifs, soins à différents types de clientèle, mais qui pourraient avoir également une branche sportive. Mais activités sportives, domaine du sport, c'est vrai que c'est davantage des formations universitaires. D'accord. Moi, j'aimerais juste apporter une petite précision par rapport aux données biométriques. C'est important de savoir aussi, il y a beaucoup de Français qui nous disent « j'ai mon passeport français avec les données biométriques, donc ça va ». Ce ne sont pas les mêmes données biométriques qu'on va exiger pour le permis d'études. Donc, il faut vraiment faire des données biométriques, comme le mentionnait Zachary, soit à Lyon ou à Paris. Et la demande de permis d'études ne sera traitée qu'à partir du moment où les données biométriques seront complétées. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre les deux, malheureusement. Donc, merci beaucoup pour ces précisions. Donc là, après, c'est des questions qui sont assez précises. Donc, je vais y répondre rapidement. Donc là, un bachelier français, oui, il peut intégrer un programme de soins infirmiers, à la fois sur un DEC, mais également à l'université. Il peut rentrer sur un baccalauréat, c'est tout à fait possible. Concernant la médecine, les formations, à ma connaissance, sont réservées aux résidents canadiens. Donc là, les Français ne peuvent pas le faire. En fait, dans notre cas, là, l'université peut accepter au programme de maîtrise un étudiant étranger seulement, avec un excellent dossier. Donc, il ne faut pas compter sur le programme de médecine, en gros. D'accord. Et pas pour le premier cycle, en tout cas. Absolument. Ah oui, seulement pour le premier cycle. Après, dans les cycles supérieurs, c'est possible, mais pas au premier cycle. D'accord. Donc juste pour finir, pour rappeler, donc là, Dorothée avait parlé tout à l'heure des mobilités dans le cadre d'échanges, donc c'est tout à fait possible. Donc il y a peut-être des confusions un petit peu avec Erasmus. Je rappelle que voilà, Erasmus, c'est un programme européen qui permet de partir dans une université partenaire en Europe. Là, les échanges avec le Québec, ça portera d'autres noms. On parle de la BCI, par exemple, ou des échanges vraiment entre universités. Mais on va dire que les principes, globalement, vont être les mêmes, sauf qu'il n'y aura pas de bourse financière qui viendra de l'Europe. Pour nos étudiants français, ça viendra principalement des régions, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, ou d'autres régions en France, et ils peuvent garder également les bourses du Crous pour ceux qui sont boursiers sur critères sociaux. Donc là, je vais déjà remercier donc tout le monde d'avoir participé à cette visioconférence. Donc vous n'avez pas pu voir vous les participants, mais la salle était pleine parce qu'on avait les plus de 100 participants. Donc on en a même eu qui ont été déversés sur le YouTube en direct. Donc merci à vous d'avoir participé. Donc merci aux différents intervenants d'avoir présenté vos études. Merci également à Manon qui a répondu à pas mal de questions en direct dans le chat. Peut-être pour finir, du coup, faire un petit tour de table. Si vous avez un dernier mot, un dernier conseil à un étudiant français qui voudrait partir étudier à l'étranger. Là, Anne-France, je vous ai en direct sur mon écran. Est-ce que vous pouvez commencer? Oui, en fait, malgré la pandémie, j'aimerais dire aux étudiants français qu'ils doivent s'accrocher à leurs rêves. Donc, si leur rêve, c'est de partir étudier au Québec, faites-le. Ne vous arrêtez pas aux conditions sanitaires actuelles, surtout que, par exemple, à l'Université Laval, nous, on peut accueillir des étudiants étrangers depuis le 20 octobre, moyennant la quarantaine, mais c'est toujours possible. Et puis, c'est toujours possible aussi de suivre les cours à distance. Alors, donc, pensez à votre avenir. Et puis, si le Québec, c'est votre avenir, choisissez le Québec et on adore les étudiants français. Marjorie, merci Anne-France. C'est si bien dit, Anne-France. Effectivement, c'est vrai qu'on aime beaucoup le Québec. Les Québécois, on aime beaucoup les Français. C'est une belle histoire d'amour. Et puis, si vous désirez effectivement penser à votre avenir, et on vous encourage et on sera là pour vous accompagner et vous accueillir au Québec, accompagner dans votre réussite. Merci Marjorie. Et là, je rappelle, n'hésitez pas à écrire, à appeler les universités, les cégeps qui répondent très bien à vos questions. En tout cas, nous, on ne se gêne pas pour le faire et ils nous répondent toujours très vite et très, très courtoisement et très complètement. Alexandre? Oui, je ne peux que vous encourager à partir au Québec. Vous allez vivre une expérience incroyable. Donc, foncez et n'ayez pas peur. Vous serez bien accueillis là-bas. Merci Alexandre. Zachary, vous qui démarrez votre expérience québécoise? Ouais, alors moi j'aurais une
petit conseil à te dire, c'est de profiter de la situation pour mettre de l'argent de côté quand même, parce que c'est super de pouvoir faire ses études ici, mais c'est pas forcément donné non plus. Mmh. Oui, parce que même si le coût des études n'est pas forcément très cher par rapport à d'autres écoles qu'on pourrait avoir, y compris en France, il faut penser, voilà, au coût de la vie et on va dire que d'une manière générale, faire des études supérieures et ben, il faut prévoir aussi le coût de la vie à côté, quoi. Mmh. Exactement. Dorothée? Moi, j'encourage tout le monde à aller au moins avoir une petite expérience au Québec. Enfin, c'est vrai que pour le peu que j'ai vécu, pas dans le cadre des études, mais parce que j'y ai été accueillie et j'ai pu faire le tour de nombreux établissements universitaires et de cégep, l'accueil est extrêmement chaleureux. Tout un chacun est là pour justement rendre service et faire en sorte que tout se passe le plus sereinement et le plus doucement possible. Donc, un petit coup de cœur pour le Québec. Merci à tous.